pour certains, qui quand même, enfin peut-être au Maroc, mais qui ont quand même déjà plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie et de débat autour de... On a perdu. Allô, allô. Oui. L'impact du numérique dans nos vies, l'impact du numérique et d'Internet sur les droits humains. Alors pour ce faire aujourd'hui, donc on remercie déjà le Conseil national des droits de l'homme d'avoir eu l'idée et d'avoir invité ce panel pour débattre de ce sujet hautement important à l'heure d'aujourd'hui. Pour évoquer ces différentes questions, nous accueillons donc Sonia Tarab. Merci d'être là, auteur de 2 romans, qui est aussi ou qui a été journaliste, qui l'est encore peut-être un petit peu encore, plus ou moins, scénariste. Et qui a aussi, on en parlera, un projet, qui mène un projet, Maroquillette, avec Jaoujab. On aura l'occasion de l'évoquer. Smaïl Septi, fondateur de l'agence digitale WB1C, spécialisé dans la communication, le marketing et la transformation digitale. Marwan Harmash, certains qui sont des adeptes de la Twittoma le connaissent très bien. Il est fondateur de Monitor, qui est une société spécialisée en stratégie digitale, veille et e-réputation. La Twittoma vous a décerné le titre de directeur des internets. Donc on aura l'occasion aussi d'en parler. Alors on va déjà commencer par un petit tour d'horizon, en commençant par la gauche avec Sonia. Quelque chose d'assez, pour introduire déjà un petit bilan personnel et subjectif, de ce qu'a apporté Internet au Maroc, dans vos vies et dans la vie des Marocains en général. Bonjour et merci pour l'invitation et merci à tous d'être là. Donc moi je suis là pour parler de mon expérience avec Internet en tant qu'artiste, pas forcément en tant qu'experte. Donc c'est vraiment du ressenti pur et dur. Moi j'ai vécu Internet, disons que j'avais 15 ans quand Internet a commencé. Et je dis toujours que dans l'histoire de l'humanité, on a énormément de chance parce qu'on a vécu l'arrivée d'Internet. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, êtres humains qui vivons à cette époque, on a vécu quelque chose de tellement révolutionnaire, de tellement énorme, que c'est comme si on avait vécu l'invention de l'écriture, par exemple, ou de l'électricité. Et c'est des choses qui transforment le monde à tout jamais. Et je pense que souvent quand on me dit qu'on est nostalgique du passé, je remets ça en question par rapport à ce cas-là, au fait qu'on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire et d'autres générations, les générations à venir, dans le futur, dans les siècles à venir, parleront de nous comme des pionniers. Et on est toujours des pionniers parce que finalement Internet n'est pas si vieux que ça. Et ça se transforme très très vite. Donc Internet d'il y a 15 ans n'est pas Internet d'il y a 10 ans, n'est pas Internet d'il y a 5 ans, n'est pas Internet d'il y a 2 ans. Et ça, je trouve ça incroyable parce que j'ai l'impression que jour après jour, mon fil d'actualité change, pas toujours dans le bon sens, comme on l'a vu dernièrement avec tout ce qui est bulle de filtre, tout ce qui s'est passé dans les, surtout le vrai déclic a été je pense l'élection aux États-Unis qui nous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et donc voilà. Donc pour moi, Internet, c'est un formidable outil d'émancipation aujourd'hui. C'est un formidable outil d'expression qui a ses bons et ses mauvais côtés. Donc j'ai pas l'impression qu'Internet a que du positif ou a que du négatif. Internet est là pour, en fait, il est à l'égal de ce qu'on est finalement. Il grandit tout ce qu'il y a de bien et il grandit tout ce qu'il y a de mauvais. Donc c'est une espèce de loupe. Une caisse de résonance qui est incroyable, mais le bon et le mauvais résonnent tout autant. Donc l'humanité, notre humanité reste la même. C'est juste que le bon côté et le mauvais côté résonnent beaucoup plus fort, on a l'impression avec beaucoup plus d'impact, mais ça disparaît tout aussi vite. Donc voilà, je pense pas qu'on ait le recul nécessaire aujourd'hui pour juger ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, ça va être aux générations futures d'analyser tout ça et de mettre des mots dessus. Mais on est en plein dedans et on essaye de naviguer un peu entre tous ces défis et ces challenges que nous offre la toile en général. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci pour la traduction.
Mon expérience d'Internet, je vais vous donner une image. Chez mes parents, il y avait une encyclopédie, je m'en souviens très bien, l'encyclopédie Larousse, avec une couverture en cuir bordeaux, très très belle, avec une vingtaine de volumes. Et pendant toute ma scolarité, à chaque fois que j'avais un exposé sur quoi que ce soit, j'allais prendre cette encyclopédie et je me plongeais dedans et je lisais, je faisais des photocopies, je faisais des découpages, etc. Et ça, c'était mon ouverture sur le monde, c'est-à-dire c'est mon ouverture sur la science, sur l'histoire, sur beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, avec mon simple téléphone, qu'on a dans ma poche, c'est comme si j'avais cette encyclopédie tout le temps avec moi dans ma poche, tout le temps à jour, avec pas 20 volumes mais des milliards de volumes, et écrite en plusieurs langues et écrite en temps réel par des gens dans le monde entier. Avec en plus, j'ai en même temps dans ma poche ma télé, j'ai en plus avec moi dans ma poche mon journal, j'ai en plus avec moi dans ma poche l'ensemble des codes de loi, tout ça toujours présent avec moi partout. Et ce changement dans les pratiques, aujourd'hui on voit ça moi je vois ça avec mes neveux qui ont 8 et 15 ans. Pour eux, eux ils ont grandi avec ça, ils ont eu ça avec eux tout le temps. Et c'est ça le changement, ce changement c'est l'immédiateté de l'information, c'est la disponibilité pour tout le monde, pour quasiment tout le monde, et on en viendra, de l'information en grande quantité et souvent en grande qualité. Et c'est ça que pour moi Internet a changé pour le monde. Juste un dernier petit point, excuse-moi. En fait, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de l'apparition de l'imprimerie. C'est-à-dire que d'abord l'écriture est apparue, les gens ont commencé à pouvoir s'exprimer et le savoir a pu être transmis de personne à personne. Avec l'apparition de la lecture, avec l'apparition de l'imprimerie, les livres ne sont sortis des églises, sont devenus quelque chose qui a pu être diffusé parce qu'on arrivait à faire en grande quantité. Donc on a pu commencer à diffuser. Ça a été la diffusion du savoir et on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance. Et aujourd'hui on est en train de vivre une forme de nouvelle Renaissance. Espérons que ce ne sera pas un nouveau Moyen-Âge, mais une forme de nouvelle Renaissance, parce qu'avec l'apparition d'Internet, aujourd'hui c'est l'écriture pour tous. Et donc c'est aussi un des autres changements qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Juste un mot, parce que j'ai présenté les intervenants, j'ai oublié de me présenter. Mohamed Ezouak, Mohamed Zouak, fondateur du site yabiladi.com. On va passer, après les digital natives, on va passer au Shibani du web que nous représentons. C'est Marwan en tant que, Tijriba Dialek, c'est le مدير ديال الانترنت. السلام عليكم. اختاريت انني نتحدث باللغه العربيه باش نديروا شويه ديال التوازن وباش نقولوا اوسي بان راه ما كاينش مشكله في اللغه مادام اننا كاين تواصل راه ما كاينش مشكل وكان يعني كان نحبذ ان الحضور انه يتفاعل معنا بالاسئله باللغه اللي غادي يختار. التجربه ديالي مع انترنت قديمه شويه انني كنظن انني كنت من اوائل المستعملين ديال الانترنت في المغرب. اظن كانت في 93 او 94 1993 او 94 ملي كانت الخط ديال الاخ تي سي يعني كتستعمل الخط ديال التليفون والموديم وكتسنى 2 دقائق باش الصفحه انها تشارج يتم التحميل ديالها في الحاسوب ديالك. ويعني المشكل اللي كان في هذاك الوقت هو كان مشكل ديال المحتوى، ان المحتوى كان يعني كان غير النص، ما كانش لا فيديو بزاف، ما كانش لي زيماج كانوا قلال، وكانت صعوبه في التحميل ديالهم. وكانت مساله ديال اللغه، حيث ان كانت اللغه الطاغيه واللي مازال حتى اليوم اللغه الانجليزيه، شويه ديال اللغه الفرنسيه، لان يعني الفرنسيين كانوا من الناس اللي شاركوا في التطوير ديال لي نورم ديال اتش تي تي بي اس وديال 3 دبليو. واللغه العربيه كانت نادره جدا. والاستعمال ديال الانترنت يعني بحال تبع التطور ديال المحتويات اللي كاين في الانترنت والادوات اللي كانوا، بحيث ان في الاول كانت يعني مواقع ديال ما يسمى بالويب 1.0 اللي فيها واحد المحتوى ستاتيك، ما كانش تفاعل، كتقرا دوك اللي كاين في المواقع. من بعد كاين واحد التطور اللي بدا في 2000
اللي بدا بواحد يعني اللي كيظن بان المواقع الاجتماعيه بدات حتى 2007 و2008 هذا خطا. يعني كانوا لي سكاي بلوك، كانوا لي يعني مجموعه ديال المواقع اللي كانت فيها التفاعل وكانت فيها البدايات ديال المواقع الاجتماعيه. مع التطور ديال المواقع الاجتماعيه بديت كنستعمل يعني كان فيسبوك من 2007، كان تويتر من 2009. واظن ان يعني النقطه المفصليه اللي كانت في التطور ديال الانترنت في المغرب كان هو وحنا في شهر فبراير. يعني كانت الحركه ديال 20 فبراير 2011 اللي بدا مجموعه ديال يعني يا اما عامه الناس يا اما بعد يعني واحد الجزء ديال النخبه ديال المسيرين ديال هذه البلاد عرفوا بان كاين شي حاجه كتوقع في الانترنت، بان الانترنت راه كاين واحد الاستعمال اخر من غير المواقع اللي كنشوفوا فيها يعني المعلومه بان كاين مجموعه ديال المواقع اللي هما الشبكات الاجتماعيه اللي ولاو اداه ديال التعبئه، اداه ديال التواصل. واللي هنا شفنا بان مجموعه ديال المغاربه مشاو للفيسبوك، مشاو لتويتر، مشاو لليوتيوب، بداو يبوستيو دي كونتوني. واظن ان كانت نقطه مفصليه فبراير 2011 على المستوى المؤسساتي، على المستوى الدستوري، على المستوى السياسي، ولكن ايضا اظن على مستوى ديال التواصل والاستعمال ديال المغاربه لهذا اللوتي. اليوم لا بغينا نشوفوا يعني بعجاله الانترنت. المساله الاولى ان المحتويات التي يتم يعني التواصل بها واستعمالها في الانترنت من ناحيه ديال اللغه تقريبا ما بين 80 و 85% ديال المحتويات اللي كاينه في الانترنت المغربي هي باللغه العربيه، و15 حتى ل 20% محتويات بالفرنسيه. وهذه مساله مهمه لانها كتفتح الاستعمال ديال الانترنت الواحد الفئات اللي كانت عندها صعوبه الاستعمال ديال الانترنت. المساله الثانيه المساله ديال يعني ان هذوك الحاجز للدخول الانترنت هبط، لا من ناحيه الاثمان لا من ناحيه ديال يعني لابونمون ديال الانترنت ولا لي سمارت فون. اليوم اظن ان البارك سمارت فون تجاوز 40%، ما عنديش اظن انه ما بين 40 و 55% ديال لي سمارت فون. يعني ان حتى السيده اللي في دارها ممكن انها تكون عندها سمارت فون، ممكن انها لو كانت عندها مشكله في القراءه ولا هذا تقدر انها تصفح يوتيوب وتشوف محتويات يعني ملتي ميديا اللي تقدر انها حتى هي عندها ادوات ديال الترفيه ولا ادوات ديال التثقيف ولا ادوات ديال المعلومه. واظن هذا هو المستقبل، ان جميع الناس كل شيء عنده الحق في الاستعمال ديال الانترنت، لانه من بين الحقوق اللي ولات وهذه باش نديروا لا ترانزيسيون ان بو لي بوين الاخرين. Alors justement, vous avez parlé d'un moment particulier dans le vécu des Marocains et des Marocaines sur Internet, qui a été le printemps arabe et les répercussions que ça a pu avoir au Maroc. Vous avez évoqué ce moment-là, et c'est vrai qu'Internet est venu à un moment où il y a eu une libération de la parole depuis la fin des années 90, donc c'est aussi un petit peu l'apparition d'Internet et donc cette prise en main croissante dans les années 2000. Comment jugez-vous cette libération de la parole, cette liberté d'expression sur les réseaux, sur Internet, et les réponses politiques, juridiques qui ont été apportées pour soit promouvoir, soit encadrer cette expression 2.0? مساله ديال تحرير يعني تحرير الخطاب ولا الحريه في الانترنت. المساله الاولى مثلا ملي كنشوفوا المثال ديال تويتر اللي كانت واحد الوسيله اللي تم التطوير ديالها اظن في 2006 او 2007 في الولايات المتحده. والاستعمال الاول ديالها هو ان ملي تنكون مع صحابي نصيفط اس ام اس
باش نقولوا راه غادي نتلاقاو هذه الليله في هذا المطعم، ولا غادي نديروا مباراه ديال كره القدم، ولا غادي نديروا الرياضه الى اخره. الربيع الايراني يعني واحد الحراك اللي شهدته ايران في 2009، اللي من خلاله شفنا صور ديال المحتجين وديال القمع اللي كان في 2009، هو اللي جعل ان يعني حتى النخب والصحفيين والادوات والوسائل ديال الاتصال العالميه بدات كتقول راه كاين واحد الشبكه اجتماعيه سميتها تويتر اللي تقدر انني نتبع الخبر واللي نديرها، اللي جعلت ان واحد الوسيله اللي فهموها حتى الناس اللي كانوا كيديروا الحراك في ايران، انه يقدروا انهم كونتورني لا سونسور، يعني ان تجاوز هذيك الرقابه اللي كانت. ومن ناحيه اخرى ان الوسائل ديال يعني لي ميديا او نيفو انترناسيونال لي جورناليست والعالم عرف بان كاين واحد الوسيله اللي يقدر يستعملها. بالنسبه للمغرب كما قلت بان كانت واحد النقطه فاصله كانت في فبراير 2011، اللي في الحقيقه يعني الناس ديال الحراك ديال 2011 استعملوا اكثر فيسبوك على تويتر بحال كانت واحد النخبه، واللي مازال واحد النخبه هي اللي كتستعملو. فيسبوك كان من بين الادوات اللي تستعمل لممارسه هاد التعبئه وتحرير الخطاب. النقطه اللي اظن شفنا نشوفوا لي جالون، نشوفوا هذوك النقط الفاصله، اظن ان ما يسمى القضيه ديال كالفان اللي كانت ذاك المجرم اللي تم التحرير ديالو، وهذاك يعني واحد التعبئه اللي كانت في الانترنت. هنا اكتشفوا المغاربه بان راه ممكن انهم يعبروا عن الراي ديالهم، وبان يعني كانت ديك الموجه اللي كانت ديال الخطاب، اظن انها كانت نقطه فاصله في التعامل ديال المغاربه مع الانترنت، بحيث ان في الاول كانوا غادي يمشي لواحد الموقع مثلا يسبخيس وغادي يدير الكومونتير ديالو بصفه يعني دو مانيير انونيم، ولا غادي يمشي لاباج ديالو فيسبوك لي بيرسونيل اللي غير الاصدقاء ديالو اللي يقدر يشوفوا ويديروا. في هذه النقطه هذه اللي قلنا ديال لافير ديال كالفان، يعني كان هاشتاج تقريبا في جميع المواقع الاجتماعيه، تويتر، فيسبوك، يوتيوب. وهنا اكتشفوا المغاربه انهم ممكن انهم يعبروا بانهم يقدروا يوصلوا الراي ديالهم المواقع ديال القرار، اللي شفنا كيف تم التعامل. يعني في اسبوع خرجوا 3 ديال لي كومونيكي دو بريس من القصر. شفنا كيفاش ان مجموعه ديال الناس اللي قالوا الراي ديالهم تم شرح المغاربه يعني الحيثيات ديال القرار. اليوم كنشوفوا بان واحد الفوضى كاينه في مساله ديال تحرير الخطاب، بحيث ان كاين النقطه الايجابيه ان ما يقع، وشفنا اللي وقع في جراده ولا في الحسيمه، ان يعني ان الوسائل ديال الاتصال انستيتيوشنال ماشي غير الرسميه، حتى يعني المواقع ديال المعلومه، يعني لي سيت دانفورماسيون، لا كان عندهم صعوبه في ايصال المعلومه، راه كاين الناس اللي كاينين في الميدان اللي نقدر نشوف الصور، نقدر نشوف المعلومه الى اخره. دونك هذا الجانب الايجابي في تحرير الخطاب. الجانب السلبي ان وهنا غادي نهضر شويه على الصحافه، ان كاين واحد النوع ديال الصحافه اللي البيزنس موديل ديالها اي بازي سور، يعني على التهديد وعلى التشهير، ولا يعني غندير موقع وغادي نشهر بواحد المؤسسه ولا واحد العلامه تجاريه ولا واحد المسؤول باش نجي نتفاهم معاه. يعني هذا الجانب اللي سلبي. الجانب الاخر ان يعني السمعه ديال الانسان، يعني ديال اي مواطن، يقدر يكون عنده تهديد، لان الجار ديالو يقدر يبوستي واحد لا فوتو، يقدر ينشر واحد الخبر اللي غادي نمس السمعه والكرم. والاليات اللي كاينين دابا يعني غير كافيين، ولا يتم الاستعمال ديالهم بواحد الطريقه اللي تقدر تكون تهديد على الحريه. ما عرفتش واش واضحه هذه النقطه، بحيث ان من ناحيه ان اي مواطن يقدر يكون عرضه للتشهير،
والتشهير ماشي غير غادي يعيروا واحد في الزنقه، يعني غادي تبوسطا واحد المعلومه اللي تقدر توصل لملايين الناس ولا عشرات الالاف الناس. يعني ان المواطن اليوم او اي شخص يقدر يكون عرضه في الكرامه ديالو وفي هذا. ومن ناحيه اخرى الطريقه ديال التعامل ديال يعني المؤسسه القضائيه مازال ما عندهاش اظن الادوات وما عندهاش المعرفه والالمام الكامل باش تقدر تحمي المواطن بطريقه ناجعه واللي تقدر تكون فيها يعني كاين بعض القضايا اللي بان فيهم بان المؤسسه القضائيه تعسفات في التطبيق ديال القانون. دايوغ القانون الاخير على الصحافه كيجعل يعني كيتعامل مع الصحفي المهني كما كيتعامل مع المستعمل ديال الشبكات الاجتماعيه، بحيث ان مدير النشر في المؤسسه ديال الصحفيه يقدر يتابع بنفس النص اللي يقدر يتابع فيه اي شخص انا وياك اللي ماشي حنا مهنيين ديال الصحافه، ويتم المتابعه ديالو. وهذه مساله خطيره يعني في القانون لم يتم التمييز بين صحفي اللي عنده واحد التكوين وعنده الادوات اللي يقدر انه يستعمل الانترنت ويتحمل المسؤوليه ديال المسائل اللي كيقولهم، مع واحد السيد اللي تخاصم مع الجار ديالو ومشى عيرو ولا مشى بوسطا فيه. واظن ان من المسائل التي يجب مراجعتها لحمايه حريه التعبير في المغرب. وشكرا. Ismaël, justement, on a évoqué cette libération de la parole, cette libération de l'expression. Aujourd'hui, la particularité, c'est que le citoyen marocain, l'internaute, a cette parole libérée, mais en même temps, il est devenu un média. C'est-à-dire qu'il peut toucher des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes depuis sa page Facebook, depuis son compte, sa chaîne YouTube ou son compte Twitter. Donc on a vu des choses positives, mais en même temps, il y a aussi un flot de haine qui se déverse sur Internet, du cyberharcèlement, mais aussi la problématique des fake news. Comment vous voyez ce bouleversement qu'a introduit Internet et les réponses des institutions, des autorités, d'un point de vue légal et d'un point de vue, j'allais dire, sécuritaire aussi? La réponse, elle est multiple. D'abord, tu as parlé d'une réponse légale. Je pense que la première réponse, d'abord, elle est éducative et scolaire. C'est-à-dire que le premier élément, c'est d'expliquer aux gens en quoi c'est pas bon de le faire. Expliquer aux enfants, aux plus jeunes, qui sont les utilisateurs d'Internet de demain et qui sont ceux qui expliquent à leurs parents aujourd'hui comment utiliser Internet, en quoi publier des informations qui sont fausses, en quoi publier des informations qui sont attentatoires à la dignité des gens, en quoi publier des informations qui sont dangereuses est quelque chose de mauvais, et quel est l'impact que ça peut avoir sur la société. Et ça, aujourd'hui, un des soucis, c'est que je pense que les enseignants ne sont pas prêts à faire ce travail d'éducation parce que tout simplement, ils ne savent pas. Je pense que les enseignants sont en général un peu plus âgés et n'ont pas été formés à cette problématique-là. Le deuxième point, et c'est la question légale. Aujourd'hui, d'un point de vue légal, la législation évolue au même rythme un rythme inférieur à Internet. Et il y a la législation et il y a ceux qui sont là pour faire appliquer la législation. Aujourd'hui, est-ce que les juges, les avocats, les procureurs, la police judiciaire, est-ce qu'aujourd'hui toutes ces institutions sont suffisamment formées pour être en mesure de faire appliquer et pour aller plus loin, d'ailleurs, les membres du gouvernement et les parlementaires, est-ce qu'ils sont suffisamment formés et préparés pour faire évoluer la législation, pour faire évoluer la jurisprudence dans le sens de plus de protection du citoyen sur la problématique du droit et d'Internet? Ça, c'est pas du tout certain. Et aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est copier ce qui se fait à l'étranger. C'est déjà un bon début parce que je pense qu'il y a des choses qui sont bien et qu'on peut copier. On n'a pas besoin de tout réécrire. Par contre, je pense qu'il est nécessaire de continuer à faire vivre ces législations et aujourd'hui, on n'en est pas encore, on fait pas ça assez vite. Sur la problématique des fake news en particulier, il y a un code de la presse au Maroc, un code qui aujourd'hui punit les médias qui publient une information erronée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, Smaïl Souti, je ne suis pas contraint par le code de la presse. Je ne suis pas journaliste, j'ai pas suivi une formation de journaliste. Je ne vends pas
de publicité sur mes médias personnels. Et donc aujourd'hui, l'information que je vais publier, je suis quelque part pas contraint en réalité par une quelconque législation sur le fait de dire une vérité ou une contre-vérité. Je pourrais venir publier sur ma page Facebook aujourd'hui, cette moquette est bleue, et quelque part, c'est une information qui est fausse. Mais à partir du moment où c'est moi qui le dis, il va y avoir des gens qui vont m'accorder suffisamment de confiance pour me croire quand je dirais que cette moquette est bleue. Et donc c'est là la problématique des fake news, c'est que quelque part aujourd'hui, là où c'est difficile, c'est qu'il n'y a pas les personnes qui vont les publier sont difficilement ne sont pas légalement responsables des informations qu'ils publient. Et là, il y a aussi l'évolution de la justice qui doit être faite. L'autre élément, c'est que c'est la confiance envers les médias. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un fou furieux qui a gagné les élections de l'autre côté de l'Atlantique, qui passe son temps aujourd'hui à taper sur les médias et à décrédibiliser les médias. Je pense que c'est totalement irresponsable. C'est une attitude qui est catastrophique, puisque aujourd'hui les gens accordent déjà très très peu de confiance dans les médias. Il vous suffit aux uns et aux autres de lire les publications de votre entourage. Quand vous voyez les gens qui sont en train aujourd'hui de toutes les théories complotistes qu'on va lire par-ci et par-là, parce que elles sont publiées dans les médias, parce que elles sont publiées par telle ou telle personne. Aujourd'hui, cette perte de confiance dans les médias fait que ça crée un terreau pour la genèse de médias alternatifs, qui se présentent comme alternatifs et dont le business model, et là c'est une question économique dans certains cas, c'est vraiment un cas de business model, c'est des gens qui vont gagner de l'argent grâce à ces fake news. C'est le cas beaucoup dans le domaine de la santé. Vous avez des sites qui sont là, qui vous disent, on va vous présenter la santé au naturel, et qui vont vous dire, si vous avez un cancer, buvez un verre de jus de citron tous les matins, vous verrez, ça va tout soigner. C'est quelque chose auquel les gens ont envie de croire. Parce qu'ils ont bien envie de croire qu'un verre de jus de citron va les soigner, leur permettre de lutter contre le cancer. C'est tellement facile. Et donc ces informations-là vont être publiées des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Cette personne-là va avoir des dizaines de millions de fois. Et la personne qui a publié cette information sur ce site-là et qui a conduit des gens à avoir des attitudes irresponsables envers leur propre santé va gagner des dizaines de milliers de dollars grâce à des publicités qui sont parues sur leur site et qui vont leur permettre de gagner de l'argent. Et là est le risque. Il y a un vrai risque à ce niveau-là. Certains pays sont en train de légiférer sur la question des fake news, sont en train de mettre en place des plateformes pour pouvoir tester les informations. Il est important que chacun d'entre nous participe à une forme de nettoyage du net. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai développé un réflexe avec mes parents, avec ma belle famille, avec des gens qui me font suffisamment confiance. Quand ils voient une information qui leur paraît un peu trop sensationnel, ils vont me dire, ça a l'air bizarre ce truc, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Et je pense, n'hésitez pas, quand vous voyez une information qui vous paraît sensationnelle, vérifiez-la. N'hésitez pas à aller sur des médias qui sont des médias sérieux, qui sont dans un rôle de journaliste, et j'en parle avec Mohamed à côté de moi qui est dans ce métier-là, qui ont l'éthique journalistique et qui font attention à ce qu'ils publient pour pouvoir vérifier la véracité des informations avant de les relayer. Quand vous voyez que telle ou telle compagnie aérienne va vous offrir 10 billets d'avion si vous partagez un article avec votre entourage, dites-vous, est-ce que les compagnies aériennes gagnent de l'argent en offrant des billets gratuitement? C'est pas possible. Donc vérifiez l'information avant de la relayer, et ça c'est votre responsabilité de tout à chacun, parce que comme on disait, Internet a permis à chacun de s'exprimer. Vous avez tous, autant que vous êtes, la responsabilité de ce que vous publiez. Alors c'est peut-être pas une responsabilité légale, bien que j'espère qu'un jour ça viendra certainement, mais vous avez une responsabilité au moins éthique vis-à-vis de la société, de ce que vous partagez. Pour relancer Sonia Sarab, il y a aussi la place de la femme sur Internet. On a beaucoup évoqué là des sujets un peu globaux, mais il y a aussi la place de la femme sur Internet, et finalement Internet a pu permettre, en tout cas c'est votre souhait avec votre projet Maroquillette, de casser les codes, d'aller au-delà des clichés et de mettre la femme, de donner une place à la femme sur Internet, sur le réseau. Et il y a notamment un point, à côté des fake news, il y a aussi des actions qui permettent de libérer la parole, qui est le mouvement MeToo, le hashtag MeToo, qui est parti d'une affaire aux États-Unis de viol, etc. Donc c'est des femmes qui ont osé casser les tabous. Quid du Maroc sur ces questions-là?
Est-ce que Internet peut permettre de revisiter un petit peu la place de la femme dans notre société et peut-être de mettre fin aussi, ou en tout cas de permettre aux femmes de pouvoir dénoncer, condamner quand elles sont victimes de viols, d'agressions sexuelles, etc. Je pense que par rapport, déjà, juste pour répondre, pour commencer par la fin, par rapport au mouvement MeToo et tout ce qu'on a vécu, là, tout ce qu'on est en train de voir dans les pays occidentaux, notamment en France avec Balance ton porc, et aux États-Unis avec MeToo, c'est quelque chose. C'est-à-dire que, encore une fois, Internet a accompagné un changement dans la société. C'est pas Internet qui a créé ce changement. C'est comme, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? C'est un peu la même chose. Mais par rapport au Maroc, je pense qu'aujourd'hui, la société est encore très frigide par rapport à ce genre de truc, très coincée. Il y a une vraie hypocrisie, c'est-à-dire ce qu'on voit finalement dans la rue, c'est aussi ce qu'on voit sur Internet. Il y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution parfaite. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec mon travail, et c'était juste une formidable coïncidence, on l'a pas du tout fait exprès. Donc nous, on est en train de travailler sur ça depuis l'été, notamment avec Jaoujeb et ce programme qu'on a créé d'incubateur au féminin qui s'appelle Jaoujebet. Donc on veut donner la parole aux femmes sur Internet et notamment aux jeunes femmes, parce qu'on s'est rendu compte que sur Internet, les jeunes hommes s'exprimaient beaucoup plus. Les jeunes femmes sont là, mais elles sont plus là dans ce qui est lifestyle, cuisine, beauté, mode, tout ça. Mais elles sont pas là vraiment sur des vrais sujets de société ou de science ou de politique ou des choses qui vraiment créent le débat. Donc on voulait offrir cet espace, cette plateforme pour que les jeunes femmes parlent aussi. Et pure coïncidence, c'est venu la vague, ce qu'on appelle maintenant la troisième vague du féminisme, est venue avec ces dénonciations du harcèlement sexuel et ce mouvement incroyable et historique qu'on est en train de vivre. Et donc nous au Maroc, on est toujours un pays satellite. Je dis toujours qu'on est un pays, c'est pas nous qui faisons le changement, mais on peut à la rigueur être influencé par ce changement. En quelque sorte. Moi, à mon échelle, avec l'expérience marocaine, en fait, c'est pas venu de nulle part cette expérience. Cette expérience, finalement, elle vient, c'est la suite de tout mon travail jusque-là. Donc, que ça soit dans mes romans ou que ça soit dans mon documentaire Shakespeare à Casablanca, j'ai questionné la jeunesse. Et j'ai questionné l'espace public et j'ai questionné la femme dans l'espace public. Parce que nous, les femmes au Maroc, la rue ne nous appartient pas. La rue n'appartient à personne au Maroc, si on veut savoir, ni aux hommes ni aux femmes. La rue est un espace hostile, sauvage. On veut juste s'en débarrasser très vite, passer au plus vite et rentrer s'enfermer dans nos voitures ou dans nos maisons ou dans des cafés, des choses comme ça. Et donc c'était très important pour moi de mettre des femmes dans la rue, dans cette rue qui leur est hostile, qui est complètement contre elles, de les mettre dans la rue et qu'elles s'affirment le temps d'une prise de parole, qu'elles s'approprient cet espace public qui est contre elles. Le temps d'une prise de parole très forte, qu'elles disent quelque chose de très fort et en le disant dans la rue, en disant voilà, de cette manière elle dit je suis là, je suis dans cette rue et je suis une femme et je dis ce que j'ai à dire. Et c'est pour ça que souvent on me dit pourquoi je choisis de les mettre à côté justement de le background est toujours un peu bizarre, il y a toujours une poubelle ou un mur très sale ou des choses comme ça, mais c'est un parti pris artistique aussi parce que Casablanca est une ville où la laideur a de la beauté finalement. C'est-à-dire ce qu'on aime dans Casa, c'est aussi sa saleté, c'est aussi sa cacophonie, c'est aussi sa sauvagerie, ce qu'on aime détester. Et donc voilà, donc tout le concept est parti de là. Et moi, pourquoi j'ai voulu faire ça aussi, parce que alors je viens du roman qui est quelque chose qui appartient à une niche, parce que au Maroc, quand on écrit en français, on s'adresse forcément à un public francophone et on prêche forcément des convaincus quand on écrit en français. Donc quand on est romancier et qu'on écrit en français, on touche pas beaucoup de monde. Un peu comme quand on est journaliste et qu'on écrit en français. J'ai travaillé à tel quel avant et j'avais aussi cette impression, cette frustration. Ensuite, je suis passée au documentaire parce que je me suis dit, finalement, le documentaire, c'est un formidable outil au Maroc parce que on peut faire un film qui coûte pas très cher et faire parler les gens, et tous les Marocains, c'est des comédiens. Donc faire un documentaire, finalement, c'est toucher au plus près du réel et c'est offrir un vrai miroir aux Marocains aujourd'hui à travers l'audiovisuel. Et donc mon documentaire a touché beaucoup plus de monde, il est passé sur 2M, il y a eu pratiquement 1,5 million de téléspectateurs qui l'ont vu, puis bon, il continue à tourner. Et là je me suis dit bon, il est temps de passer sur Internet et d'expérimenter. J'avais aucune idée est-ce que j'allais réussir ou pas, je savais pas du tout ce que je faisais, mais on m'a dit une seule chose, il faut être court. L'attention au Maroc, enfin sur Internet, pardon,
elle est de 10 secondes. Les gens ne regardent pas une vidéo plus de 10 secondes. Alors, la majorité, on a les chiffres pour ça. Et ce qui est génial, c'est qu'au début, quand on a commencé à poster les vidéos de Maroquiette, l'attention a grandi. Alors aujourd'hui, les gens finissent les vidéos. Au début, ils s'arrêtent à 10 secondes, puis c'est à 15 secondes, puis à 20 secondes. Et aujourd'hui, la majorité les finit. La série est encore en cours de diffusion. Ça fait 3 mois qu'on diffuse un épisode tous les jours, toutes les semaines, pardon. Ce qui est aussi extraordinaire, je pense que au niveau du Maroc, ça n'a jamais été fait d'être sur 3 mois comme ça, à poster un concept toutes les semaines. Et là, on a dépassé les 2 millions de vues sur la page de Jaoujab sur la série. Et ça continue. Et on veut transformer cette expérience en film. Et on veut filmer cette parole qui se libère chez les jeunes femmes. Donc je continue d'accompagner certaines jeunes femmes qui ont témoigné dans ma série. Je les filme dans d'autres aspects de cette parole qui se libère. Elles vont créer du contenu aussi. Elles vont se confronter au quotidien, à la rue, à la société. Et toujours autour de cette modernité qu'est Internet et cet impact qu'elles peuvent avoir. Alors, est-ce que ça a changé les choses? Je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, je dis toujours que je suis pas là pour changer les choses. Je suis pas là pour répondre aux questions. Je ne fais que poser des questions. Par contre, ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que ça a ouvert un débat. À chaque fois qu'on poste une vidéo, même avec les messages les plus durs qui soient, les plus choquants, les plus tabous, on reçoit une formidable vague d'amour. Et ça n'a pas de prix, de soutien. Beaucoup de jeunes femmes et de femmes en général regardent et encouragent et soutiennent et ça c'est très beau. Moi je suis complètement accro à ça finalement. Chaque semaine j'attends de poster cette vidéo et de voir les retours des gens et c'est vraiment super. Merci pour ce témoignage, Sonia Tarab. Smaïl Sebti, on a parlé justement de la place de la femme et cette libération de la parole sur Internet. On parle aussi d'inclusion numérique. Pour répondre justement à cette fracture numérique qui est présente dans plusieurs pays au monde et au Maroc en particulier, est-ce qu'aujourd'hui l'accès à Internet doit devenir un droit universel? Comment répondre justement aux lacunes qu'on peut trouver pour donner l'accès aux larges franges de la population et pour que cette libération de la parole, d'un point de vue politique, sociétal, pour les femmes, pour les minorités, etc., puisse être plus universelle, entre guillemets. Avant de parler des fractures numériques et de la façon de les réduire, je vais juste réagir 2 secondes par rapport à ce que je viens de dire Sonia et donner deux petites infos, enfin 2 éléments à garder à l'esprit. Sur Facebook, aujourd'hui au Maroc, il y a 16 millions de personnes qui sont inscrites et qui se connectent grosso modo au moins une fois par mois. Sur ces 16 millions, il y a 10 millions d'hommes et 6 millions de femmes. C'est-à-dire que ça matérialise quelque part cette fracture homme-femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur Facebook, les hommes ont plus accès à Internet et ont plus accès au savoir. Donc c'est une façon de le mesurer directement. Et je voulais juste illustrer ce que tu disais un instant par ça. Je voudrais juste, tu as parlé qu'on aime la beauté de la laideur de Casa. Enfin, ta phrase était plus jolie que la mienne. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Save Casablanca. Ce groupe, c'est un peu s'y retrouvent tous les gens qui soit aiment Casa, soit qui en ont marre de vivre dans Casa, dans sa saleté, dans ses nuisances. Et en fait, ce groupe, à force de vivre, a attiré l'attention des gens qui dirigent la ville. Et aujourd'hui, ce groupe-là a un vrai impact. Alors, personne vous l'avouera. Ça, je vous garantis que personne au niveau de la ville de Casa, de la région de Casa, des sociétés qui s'occupent du nettoyage ne vous dira, mais bien sûr, non, mais on lit pas ce groupe-là, évidemment. C'est un ramassis de râleurs, etc. Mais je peux vous dire que si demain matin, vous allez publier une zbala, prendre en photo une zbala en bas de chez vous, que vous la postez sur le groupe Save Casablanca, après-demain elle sera nettoyée parce que les personnes surveillent et regardent ce qui se passe. Et donc ça veut dire qu'Internet a un impact positif sur la vie de beaucoup de gens. Et cela ne serait-ce que par la remontée d'informations. Les gens qui décident ne savent pas qu'il y a une zbala en bas de chez vous. Le moule zbel le sait et ne le ramasse pas. Par contre, celui qui décide et celui qui dirige n'est pas au courant. Et Internet a permis de faire remonter de l'information jusqu'aux décideurs. Et ça, c'était une façon un peu d'illustrer cette question. Mais pour en revenir à la question de la fracture numérique, il n'y a pas une fracture, il y a un certain nombre de fractures. Et au Maroc, c'est un polytrauma que nous avons parce que les fractures sont multiples. D'abord, il y a la fracture du genre dont on vient de parler.
Il y a ensuite la fracture. Ce monsieur à côté de moi parle aux personnes qui sont en situation de handicap. Il y a l'accès des personnes en situation de handicap au contenu. Les gens qui ne peuvent pas lire, les gens qui ne peuvent pas entendre. Aujourd'hui, on parlait de vidéos à l'instant, ou les gens qui ne peuvent pas voir. C'est un vrai sujet. Troisième question, la question de l'illettrisme. Nous avons encore aujourd'hui une population au Maroc qui est fortement illettrée et qui donc n'a pas accès à une grande partie du contenu. Vous avez une fracture générationnelle. Les personnes âgées aujourd'hui ont un vrai frein à savoir manipuler la technologie. On y arrive de plus en plus. L'utilisation simplifiée que peuvent apporter les smartphones réduit un peu cette fracture, mais on n'en est pas encore là. Vous avez une fracture géographique. En dehors des grands centres urbains, vous avez des connexions internet qui sont défaillantes, qui ne fonctionnent pas. Tout simplement parce que c'est compliqué pour des opérateurs télécommunications de rentabiliser une antenne 4G quand vous êtes dans une région où vous avez une population qui est de 5000 habitants, qui a un pouvoir d'achat très faible et qui ne va pas se recharger ses connexions de manière régulière. Donc quand je vous parlais d'un polytrauma, il y en a encore plein d'autres des raisons d'avoir des fractures. Et donc aujourd'hui on parlait de la question de comment les réduire. Ces fractures sont une photographie de notre société. C'est-à-dire que quelque part, ces fractures, vous les avez aussi pour l'accès à la lecture. On est dans le salon du livre, c'est l'accès au livre, l'accès au savoir. C'est le même type de fracture. Et donc, il va falloir réduire les inégalités. Ça c'est un vrai problème. Si cette conférence avait été organisée par la Direction générale des impôts, on aurait pu parler de la problématique des inégalités, parce que aujourd'hui c'est un vrai sujet et c'est ces inégalités qui empêchent qui créent ces fractures. Vous avez l'éducation. Aujourd'hui, il est indispensable de pouvoir éduquer les gens et qu'ils apprennent à lire et à écrire pour pouvoir bénéficier de ces questions d'internet. Et puis après il y a un côté, là ça c'est les actions de long terme, mais comme action de court terme aujourd'hui il y a la volonté des pouvoirs publics de quelque part de créer une sorte de service minimum de l'internet qui n'existe pas aujourd'hui. Alors les prix ont baissé, continuent à baisser, mais ils ne baissent pas pour le bien public, ils baissent pour le bénéfice des sociétés qui opèrent Internet, parce que en baissant les prix, ils touchent plus de monde et c'est business at the bottom of the pyramid, c'est-à-dire on baisse les prix pour toucher plus de monde. Aujourd'hui, est-ce que les pouvoirs publics ne doivent pas aujourd'hui imposer un service minimum à prix gratuit pour permettre à tout le monde d'avoir un accès, et d'avoir accès à ce que les Nations Unies aujourd'hui définissent comme un droit de l'humain, d'avoir l'accès à Internet. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut le faire. Malheureusement, je pense que les patrons d'opérateurs télécoms ont beaucoup plus d'écoute que ma propre personne auprès des décideurs, ce qui fait qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Mais si on se mobilise tous, c'est pas impossible que demain, on ait un 2 gigas gratuit pour tout le monde, pour chaque carte SIM, ou quelque chose qui permette à tout le monde d'avoir accès à Internet tout le temps sans avoir à payer, parce que c'est un vrai frein à l'accès à Internet pour énormément de monde. Merci Ismaël. On a entendu là déjà quelques défis, mais il y a des nouveaux défis qui sont en train d'émerger dans le débat public international dans différents pays, mais encore peut-être insuffisamment au Maroc, sur Internet et les droits humains. C'est notamment les questions de l'utilisation des données personnelles. On sait qu'il y a aujourd'hui une autorité qui est responsable, qui gère et qui sanctionne les opérateurs, les sites qui ne respectent pas l'accès aux données personnelles, la suppression des données personnelles, etc. Le droit à l'oubli qui devient aussi, je crois que l'Union européenne a légiféré là-dessus, le droit à l'oubli qui devient aussi un enjeu de plus en plus important dans les droits des internautes. Et puis il y a aussi la question, ça c'est un vrai débat, de la neutralité du net. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà une réflexion au Maroc sur ces questions? Est-ce que vous pouvez, en tant qu'expert, en tant que consultant, nous apporter un éclairage sur ces défis-là? Large programme. المساله الاولى كنت بغيت غير واحد الاضافه لداكشي اللي قال عاد دابا اسماعيل السوتي بالنسبه يعني لو سيرفيس يونيفرسيل هو يعني الاليه كاينه بحيث ان الفاعلين ديال في الميدان ديال الاتصالات
يعني ملزومين بدفع واحد اظن 1% او 2% الوكاله ديال التقنين ديال المواصلات اللي هي كتجي باش كاين واحد لو فون ديدي. غير هو الاستعمال ديالو حتى لدابا كان استعمال اللي في الراي ديالي ما كانش ناجع وما قدرش انه يوصل للفئات يعني الاكثر حاجه، بحيث ان هاد لو فون هذا قام بواحد العمليات ديال جيني لادخال المعلوميات والانترنت في المدارس. غير هو كان واحد المشكل ديال ان يعني لاكومبانيومون لهاد المساله مزيانه انك دير قاعات ديال الملتي ميديا في الثانويات وفي المدارس، ولكن لما كانش المدير والحارس العام والاساتذه والمعلمين كاين عندهم تكوين، تيبقاو هذوك يعني الحواسيب تيبقاو في الكرتون، وكيخاف المسؤول انه يحلهم، انهم يخسروا ولا انه يتسرق لهم الانترنت ديالهم. يعني وكنهضر على عشرات الملايين ديال الدرهم اللي تصرفت في هذا، غير اضافه ورياكسيون بارابور المقترح ديال اسماعيل. بالنسبه للتحديات الجديده الانترنت هي قديمه جديده. المساله ديال حمايه المعلومات الشخصيه، يعني كاينه لا سي ان دي بي، يعني لا كوميسيون ناسيونال دو بروتيكسيون دي دروا بيرسونيل، اللي القانون كاين، يعني الترسانه القانونيه كاينه. مجموعه ديال المؤسسات بدات كدير الواجب ديالها، ولكن في رايي يعني الوسائل باش تعطى لهاد لا كوميسيون انها دير التطبيق ديال المحتويات ديال هذا القانون غير كافيه. يعني ولا بروف اي تري سامبل، ان ما يمكنش شي واحد فينا ما توصلش على الاقل باس ام اس بوبليسيتير اليوم او البارح بدون انه يكون عطى الموافقه القبليه ديالو. يعني التكاثر ديال السبام وديال الاس ام اس اللي انا ما عطيتش لوتوريزاسيون ديالي، يعني بان كاين مجموعه ديال المؤسسات ديال الشركات اللي عندها عارفاني شكون انا، عارفه الرقم ديال الهاتف ديالي، عارفه الميل ديالي، عارفه لادريس ديالي، عارفه لو سكس ديالي، عارفه لي زابيتود دو نافيغاسيون ديالي، عارفه وقيله حتى الدخل ديالي، واللي كتستعمل هذه المعلومات باش دير لا بوبليسيتي. واظن ان يعني الادوات اللي معطيه للسي ان دي بي غير كافيه باش تحمي الخصوصيه ديال المواطنين. وهذه الحمايه ديال الخصوصيه راه ماشي غير بالنسبه للمؤسسات التجاريه، راه حتى بالنسبه للاداره ولا المؤسسات ديال الدوله، ان خاص تكون واحد الرقابه اللي هي هذه واحد المؤسسه اللي عندها يعني عندها لوتونومي ديالها، اللي تقدر تراقب حتى المؤسسه الادارات العموميه واش كتحترم الخصوصيه، واش كاين ان ترانسفير دو دوني اونتر ادمينستراسيون افيك اوتوريزاسيون بريالابل اكسيتيرا. يعني مازال هذا المجال مازال كاين، مازال مفتوح، ورش مفتوح. اظن اللي طرحتي السؤال على التحدي الثاني بالنسبه ل دغوا لوبلي. يعني اظن ان على المستوى العالمي مازال ما تلقاش واحد الحل، بحيث ان غافا، ما يسمى بغافا، يعني جوجل، ابل، فيسبوك وامازون، يعني هاد الجبارين ديال الانترنت او لي جيون ديال الانترنت غالبا تابعين في القانون الولايه ديال كاليفورنيا، مع العلم انهم النطاق ديال العمل ديالهم كوني، ولكن هما ما ملزومينش بالقوانين ديال الدول ولا ديال المجموعات لونيون اوروبيان الى اخره. وهنا كيطرح واحد العمليه ديال واحد الصراع ولا ان بغا دو فير ما بين هاد المؤسسه اللي غتهضر معاهم ولا الدوله ولا الهيئه اللي غتهضر معاهم وهاد لي جيون هادي، بحيث ان لونيون اوروبيان تقدر انها من خلال
هذاك رقم التعامل اللي كيديروا في اوروبا، يعني الشيفر دافير رياليزي هو اللي تيكون المقابل. يعني انك لما احترمتيش القوانين اللي كاينه في المجموعه الاوروبيه في الاتحاد الاوروبي غادي نمنع عليك انك تجي تعمل هنا. اما بالنسبه للدول الاخرى كاين مسؤول. يعني هذا اللي تنقول بان الدغوا لوبلي كاينه هي مساله كونيه، بان الدغوا لوبلي باش نشرحوا ان ملي كتكون بعض المعلومات اللي انا دخلتهم ولا تم الادخال ديالهم من هيئه اخرى ولا من موقع ولا من شخص اخر، كطلب من المحركات ديال البحث ولا كطلب من المواقع ديال المواقع الاجتماعيه انها تسحب هذيك المعلومه اللي كتضرني ولا كتضر سميتو السمعه ديالي الى اخره. يعني اظن ان مازال كاين واحد الشوط. المساله الاخرى اللي هي لا نت نوتراليتي، يعني لا نوتراليتي ديال الانترنت، اللي هي ان الحق الولوج ديال الانترنت خصو يكون متاح للجميع، وان الفاعلين اللي كاينين لا من خلال ان اللي كيعطيو ان سيرفيس ديبرجمون ولا لي زوبيراتور تيليكوم ولا لي ديتونتور ديال لي كونيكسيون انتر كونتينونتال ولا ساتيليتير ما عندهمش الحق انهم يحدوا الصبيب ولا يحدوا نوعيه المعلومات اللي كدوز ما بين الطالب ديال المعلومه والمعلومه فين كاينه. باش نشرح هذه المساله تري رابيدمون، ان في الولايات المتحده كاين واحد النقاش ان الشركات الفاعلين ديال التليكوم لزموا على لي فورنيسور دو كونتوني نتفليكس يوتيوب الى اخره ان المستعمل باش يدخل نتفليكس ولا باش يدخل اليوتيوب ça consomme beaucoup de bandes passantes et donc c'est pas un abonnement standard, c'est un abonnement supplémentaire pour qu'on puisse accéder à ces contenus parce qu'ils consomment beaucoup plus que quand j'accède par exemple à ma page, à un site d'information ou autre. واظن اننا في المغرب مازالين بعاد شويه على النت نوتراليتي. Merci Marouane Almach pour ces précisions. On va tout de suite donner sans transition la parole à vous qui souhaitez poser des questions. Je ne sais pas s'il y a un deuxième micro ou si je transmets le micro. Il y a un deuxième micro, très bien. Alors n'hésitez pas donc à lever la main, les personnes qui souhaitent poser des questions, faire une intervention, si possible courte pour qu'on puisse... monsieur... Je crois qu'il y a un micro qui va arriver. Je donne ce micro. شكرا. بويسكو الموضوع هو مجالات ناشئه في مجال حقوق الانسان، كاين تحديات اللي تذكر البعض ديالها هي ترويج ديال قيم مناقضه لحقوق الانسان، الحث على الكراهيه ولا على التمييز ولا على غير ذلك. ثم المشكل هو مثلا مع لي فيديو ولا الصور هو انتهاك المعطيات الشخصيه، صور ديال ضحايا جرائم مثلا اطفال بلا ما يتم الاخفاء ديال المعالم ديالهم، اعطاء معطيات شخصيه عنوان ولا غيره، وعاد الاستعمال مثلا ما ينشر في مواقع التعليقات اللي كتكون احيانا كتكون اخطر من اما كتدي لواحد الاتجاه كتطرف يا اما يمينا ولا يسارا، ولا حتى هي كتحض على قيم مناقضه لحقوق الانسان. وهذه هي الخطوره والتحديات اللي كثيره. والتقنين هو باش يكون في التوجه ديال المعايير الدوليه لحقوق الانسان ما تكونش المنع ولكن ما يكونش ايضا التسيب. وشكرا. وقيلا ماشي سؤال، هذا كان غير تدخل، انا متفقين معك 100%. D'autres interventions, d'autres questions? Oui, on est d'accord. Voilà. Salam alaikum. Merci pour vos interventions. Merci beaucoup pour vos interventions. Dès qu'on parle d'Internet, on parle de liberté d'expression. ما يمكنش نفصلوا بيناتهم. وكاينه واحد الفئه في انترنت هما لي بودكاستور و لي لونسور داليرت. نورمالمون لي بودكاستور لي لونسور داليرت كانت السلطه ما تتقربش ليهم. ديرنييرمون هاد لي 2 زون الاخرين وسيرتو هاد العام الاخر كانوا كشدوا بزاف. كاين حموده ديال دوك لي ديشي ديال الطاليان اس في كي دي مانيفيستاسيون. كاين البتاحي، كاين القرطومي مول 17 مليار، كاين
Même le Mehdaoui, la plus brillante partie de sa carrière, c'était le web journalisme, c'est pas le papier. Donc il travaille sur YouTube, donc on peut bien le classer comme podcasteur, comme YouTuber, exactement. On peut dire même Nasser Zdefi, avant d'être sur terrain, ces vidéos Facebook faisaient ravage dans le Rif. Normalement, à part Zdefi et Mehdaoui, donc les lanceurs d'alerte ou les podcasteurs, ما تيكون عندهم لا احزاب لا جمعيات لا نقابات يعني با دورغانيزم موراهم باش يوقف معاهم كونت ils sont là يعني كان عندهم دوك لي فان ولي فولوور ديالهم اللي لا حول لهم ولا قوه راه ما عندهم ما غاديش يجبدوك دابا ما كيسيون اسكو ني با زعما محتاجين بزاف un collectif ou un organisme qui défend la liberté d'expression sur Internet, pas que sur l'espace public, ça c'est un point. Mon deuxième point, c'est le rapport le pouvoir à Internet. دابا كاين واحد المثلات ولا تالوت ولا ما عرف شنو هو فين ما كنهضروا على واحد كنجبدوا الاخرين سي جونيس تكنولوجي ديموكراسي ما كينفصلوش على بعضياتهم ولو بوفوار هو ما عرفناش واش غيتبلاصه معانا في وسط هاد المثلات ولا غيبقى برا تيفرتك فيه من باسكو انترنت ما سي با كو دي اكت نيسونس سور ان سيت وهذا نورمالمون خاص شويه الدوله تعولم معانا شي شويه و ما كيسيون سي كو فو كوم دي اكسبير كيفاش كيبان لكم دون لو فيتور زعما واش هذا لو بوفوار غادي يدخل وسط هذاك المثلات انترنت جونيس ديموكراسي ولا غيبقى برا هذا السؤال ديالي. Chokran. Donc oui, il a évoqué les lanceurs d'alerte. Tu voulais déjà intervenir sur cette partie. La place des lanceurs d'alerte, comment les protéger. C'est une question qui touche plusieurs pays. Le Maroc, le débat, malheureusement, n'a pas encore réellement émergé. C'est très bien que la question soit posée. C'est un vrai sujet, la question des lanceurs d'alerte. Il y a des procès aujourd'hui en cours dans des démocraties confirmées en Occident. C'est-à-dire que je crois que c'est aujourd'hui, notamment en France aujourd'hui, il y a une lanceuse d'alerte qui est poursuivie en justice parce qu'elle a publié des informations. Aux États-Unis, la personne qui avait transféré les informations à WikiLeaks a aussi été poursuivie. Donc cette question de la protection des lanceurs d'alerte n'est pas une problématique purement marocaine, c'est une problématique mondiale. Quant à la question de se dire, alors le youtubeur est quelqu'un qui crée son média personnel. Donc ça revient à la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure, de la responsabilité de tout un chacun. Quand vous prenez la parole sur votre média personnel, vous êtes responsable de ce que vous publiez. Et donc le youtubeur, aujourd'hui, comme j'ai presque envie de dire, à partir du moment où il professionnalise sa démarche, à partir du moment où il en fait un outil volontaire d'influence et de communication, il a cette responsabilité, elle est encore plus importante, peut-être elle est décuplée. Alors, est-ce qu'il faut créer des instances de protection spécifiques sur cette ligne-là ? Mon avis, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin de spécialiser la problématique. Je pense qu'il faut renforcer les institutions existantes et qu'on crée des institutions, que les institutions de protection des libertés publiques soient de plus en plus fortes et que au sein de ces institutions qui vont être fortes, qui vont avoir accès au pouvoir, qui vont avoir accès à la justice, qui vont avoir accès à des moyens, il y ait des spécialistes qui viennent intervenir pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Je pense que ce serait probablement plus pertinent. Ce n'est que mon avis personnel. Hein. Je suis pas sûr que ce soit je pense que ce débat mérite d'être posé. Vous avez raison de le poser. Je peux répondre sur le deuxième point aussi. Sur le deuxième point qui était de la place du pouvoir dans le triangle jeunesse, technologie et démocratie. Factuellement,
si on prend les faits au Maroc aujourd'hui, des faits qui ne sont pas nouveaux, qui sont dans l'histoire. Il n'y a pas de frein à la technologie. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui de frein qui soit fait volontairement de la part des pouvoirs publics au développement des technologies au Maroc. On n'a pas à part concernant concernant tout ce qui est filtrage, il y a eu très très peu, vraiment très peu de faits de censure et elles ont été courtes. Elles ont été judiciaires et elles ont été très vite arrêtées. Donc ça, c'est le premier élément par rapport au pouvoir et la démocratie. Le deuxième point, c'est concernant la jeunesse. Aujourd'hui, force est de constater que la jeunesse aujourd'hui utilise la technologie. Elle a accès à la technologie. Les cybercafés ont ouvert partout au Maroc. Aujourd'hui, s'ils sont en train de fermer, c'est pas une volonté publique, c'est parce que personne n'y va. C'est parce que les gens ont l'accès à Internet, ont des accès à Internet dans les facs, dans les écoles, on en parlait. Donc aujourd'hui, si on prend factuellement, les pouvoirs publics sont favorisent plutôt l'accès à la jeunesse à la technologie. Après, peut-être qu'il y a là je prends des faits qui sont probablement peu contestables. Reste la question de la démocratie. Aujourd'hui, les gens expriment ce qu'ils ont à dire. Quand Monsieur Ojjar, le ministre de la Justice, prend une position qui est courageuse, vous avez des dizaines de milliers de commentaires qui ont été commentés. Toutes les opinions ont pu s'exprimer. Et donc aujourd'hui, la prise de parole publique de la jeunesse, etc., elle est totalement libérée dans notre pays. Il n'y a pas de limitation à cette prise de parole. Alors après, il y a des attentes. Vous parlez tout à l'heure de Zafi de l'Hossima. Il y a des endroits où il y a des débats. Il y a des débats sur jusqu'où va cette liberté d'expression, jusqu'où peut aller cette liberté de prise de parole. C'est le principe de toutes les libertés. Elles ont quelque part, il y a des moments où elles atteignent, elles arrivent à atteindre l'intérêt public. Et c'est là où le législateur, il doit trouver cette limite. Et honnêtement, aujourd'hui, sur Internet, c'est difficile. Moi, je suis pas député, je me suis jamais présenté à la députation. Peut-être que ça viendra un jour. Mais honnêtement, sur certains sujets, ça serait très compliqué de savoir, en tant que législateur, en tant que quelqu'un qui est favorable à une très grande liberté d'expression, il y a des moments où je pense qu'il faut limiter. Et je sais pas où ça se trouve, cette limite. Honnêtement, sincèrement, je sais pas où la mettre, cette limite. Et donc là, le sujet, c'est un vrai débat de société qui doit se poser et il se pose aujourd'hui. Une réponse aussi de Marwan Armesh. Votre question m'a interpellé. Je souhaitais répondre très rapidement. Internet est un enjeu de pouvoir, d'argent. Et donc, il n'y a pas que l'État qui est un acteur et qui veut contrôler. Il y a aussi les intérêts privés, il y a les marques, il y a les diverses institutions. Et je ne pense pas, sincèrement, qu'on puisse encadrer Internet. Ça me rappelle واحد القصه غادي نعاودها بالعربيه. هذه قصه من السيره. كانوا كنت شفتها في واحد الفيلم. كانوا الكفار جايين عند المسلمين وكانوا كيقولوا اعلو هبل والنبي كيقول لهم جاوبوه الله اعلى واجل. J'ai envie de dire que Internet est plus grand. Au-delà des intérêts de l'État qui a réussi sur certains sujets d'encadrer un peu le débat, de faire peut-être de l'intimidation, d'encadrer certains aspects. Mais force est de constater que la force des réseaux sociaux, de la dynamique qui est interne aux communautés est beaucoup plus forte que l'encadrement. La preuve, c'est que on a suivi ce qui se passait à Al-Hossima, à Jarada et dans d'autres, au-delà de la volonté des décideurs et ce qu'ils voulaient montrer ou ne pas montrer. On a été en temps réel. C'est-à-dire les mêmes informations qui arrivaient à Rabat, chez les décideurs, arrivaient aussi aux internautes qui sont connectés. Et la première bataille à gagner dans la guerre du contrôle, c'est la bataille de l'information. Et l'information, elle est disponible. Maintenant, c'est le rôle des institutions qui s'intéressent. Et nous sommes aujourd'hui accueillis par une institution constitutionnelle
qui, je pense, a intégré les droits, la problématique de la liberté d'expression Internet dans son plan d'action. Mais il y a aussi le rôle de la société civile que je trouve encore incomplet par manque peut-être de sensibilisation. Il y a eu une tentative avec une association qui s'appelle Raqmiya, qui a été sauvagement combattue et dont les initiateurs ont été obligés pour certains de quitter le pays. Mais je ne désespère pas. Je pense qu'il y aura encore d'autres vagues de personnes qui vont promouvoir la liberté d'expression sur Internet. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, 1 heure est un peu court pour pouvoir aborder les différentes questions, les différents enjeux liés à Internet. C'est un vaste sujet. Il y a encore évidemment les enjeux de l'intelligence artificielle sur nos droits, l'identité numérique, le cyberharcèlement et plein d'autres défis que nous n'avons pu aborder ici. J'espère que les chercheurs, les politiques, les juristes se pencheront plus en profondeur sur ces enjeux que nous avons abordés avec nos 3 intervenants, Sonia Tarab, Smaïl Sebti et Marwan Harmesh. Je vous remercie pour votre patience, vos questions et je remercie aussi le CNDH pour ce débat. Merci à tous et à la suite des programmes. Je ne connais pas ensuite la suite des programmes, donc je vous laisse la parole. Merci.